Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Sensation Normandie, c'est l'heure de votre émission du vendredi, l'immobilier en question. Cet appartement, cette maison, vous en rêviez depuis longtemps et maintenant que vous pensez l'avoir trouvé, vous vous demandez quelle sera la procédure avant de pouvoir l'habiter. Dressons ensemble l'inventaire des étapes clés pour l'achat réussi. Avec moi, deux professionnels pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Les 6 étapes pour acheter un bien immobilier et devenir propriétaire. Jacques, quelle est la première étape pour devenir propriétaire? Alors bien sûr, après avoir poussé la porte de l'agence, trouvé le bien, etc., on commence à monter un dossier. Qu'est-ce qui se passe? À quelle sauce l'acquéreur va être mangé, entre guillemets, entre agent immobilier, notaire, courtier, banque, etc. Qu'est-ce qui se passe? Alors la toute première étape pour l'acheteur, ça va être de faire une offre d'achat. Offre d'achat pour dire qu'il se positionne sur la maison ou l'appartement qu'il a visité. Et suite à cette offre d'achat, où elle est au prix et elle est forcément acceptée, ou bien elle n'est pas au prix et l'acheteur veut négocier, et il prend le risque de ne pas acquérir le bien si quelqu'un passe derrière lui et fait une offre plus élevée. Et si le vendeur accepte son offre, à ce moment-là, on se dirige vers une signature de compromis. Il peut y avoir contre-offre également ou pas? Il peut y avoir également une contre-proposition. Le vendeur va dire non, ça ne me convient pas, j'en voudrais un peu plus, ou j'en veux le prix. Après, au choix de l'acheteur de dire s'il suit la contre-proposition ou non. Donc là, en fait, votre travail, vous, c'est de mettre les deux intervenants, acquéreur-vendeur, en adéquation pour que l'affaire aboutisse, quoi, parce que vous êtes quand même concerné sur le coup. C'est ça, on défend autant le vendeur que l'acquéreur, et une partie de notre métier, c'est de présenter l'offre avec les avantages et les inconvénients, notamment sur la partie financement, pour essayer de convaincre le vendeur si l'offre est raisonnable. Si elle est déraisonnable, bien évidemment, on sait qu'il n'acceptera pas. Donc, première étape, vous l'avez dit, c'est l'offre d'achat. À quel moment vous intervenez, vous, Xavier, en tant que courtier en prêt immobilier? Rappelons que vous êtes un intermédiaire, courtier en prêt immobilier, vous êtes un intermédiaire et vous allez aller chercher le meilleur, pas forcément le meilleur taux du reste, mais le meilleur dossier auprès des banques. Ce qu'on cherche surtout, c'est le meilleur coût global de crédit. Donc c'est le taux, les assurances, les frais divers, etc. On cherche vraiment à minimiser ce coût-là. C'est ce qui fait qu'on minimise la mensualité pour un même montant emprunté. Alors, nous, on intervient en général avant cette étape-là et après, mais bien après. Avant, en premier, on reçoit des clients, on leur fait un calcul d'enveloppe. À combien est-ce qu'ils peuvent prétendre en emprunt? Nous, on a accès à peu près à toutes les banques du marché, donc on a toutes les solutions possibles à leur proposer. Après, si on leur donne un montant de 120 000, 130 000, selon les documents qu'ils nous donnent, c'est pas la peine qu'ils aillent pousser la porte de l'agent immobilier en disant « je cherche un bien à 150 000 ». Donc voilà, donc vous êtes en train de donner comme conseil aux acquéreurs qu'avant d'aller pousser la porte de l'agence immobilière, il devrait venir vous voir. La logique, c'est d'aller vous voir et pour déterminer l'enveloppe auquel il peut, plutôt que de visiter des biens à tous les prix, quoi. Au moins d'avoir déjà vu sa propre banque. Après, l'idéal, c'est d'aller voir un courtier, quel qu'il soit, évidemment, si possible chez nous. Mais banque, bien sûr. Mais le courtier aura plus d'atouts, il a plus de banques. Vous allez voir votre banque, il y a des profils qu'elle n'aime pas. Pour peu que vous rentrez dedans, on va vous trouver une enveloppe ridicule. Alors qu'une autre banque que le courtier a dans sa manche trouvera beaucoup plus pour le même profil client. Vous voulez dire qu'un client qui va voir sa banque, où il est depuis une décennie, il peut très bien avoir un refus de prêt. Bien sûr. Alors qu'il est très bon client, parce qu'il y a des critères qui ne rentrent pas dans le moule, quoi. Bien sûr, ça arrive très souvent. Parfait. Deuxième étape, le choix du notaire. Alors, est-ce qu'on a le droit de choisir son notaire d'abord? On choisit le notaire que l'on souhaite, de toute façon. De façon classique, souvent on ne veut prendre qu'un notaire parce que c'est plus simple pour les clients et on prend souvent le notaire du vendeur. Mais en réalité, on peut choisir le notaire que l'on souhaite. Le conseil que je donne à ce propos, c'est que dans l'étape de la vente, il faut toujours choisir, si on prend deux notaires, au moins un notaire local qui va connaître les spécificités locales de purge de certains droits, parce qu'on n'a pas les mêmes droits à purger à Paris que l'on va avoir ici en Normandie. Donc voilà, c'est le petit conseil que je peux donner. Et s'il y a un notaire vendeur, un notaire acquéreur, il y a des frais de notaire supplémentaires ou... Non, ils se partagent les frais. Ils se partagent les honoraires. Exactement. Troisième étape, alors le compromis ou la promesse de vente.
Alors, quelle différence y a-t-il entre un compromis et une promesse de vente? J'ai vu un mot barbare, promesse de vente signalagmatique. C'est quoi tout ça? Alors, la promesse de vente, ce qui est communément appelé promesse de vente, c'est une promesse unilatérale. C'est-à-dire que le vendeur promet de vendre à l'acquéreur si certains éléments sont purgés. La promesse signalagmatique, c'est une promesse, donc c'est un compromis de vente. Et cette étape va engager les deux parties de façon... C'est du bilatéral. Voilà, du bilatéral de façon irréversible, entre guillemets, sauf si certaines conditions, bien sûr, ne sont pas remplies. Alors, en préparant cette émission, j'ai cru comprendre qu'effectivement, il y avait des promesses unilatérales qui n'étaient pas forcément que le vendeur s'engage à vendre la maison, mais uniquement que l'acquéreur s'engage à acheter la maison. Ce qui veut dire que le vendeur, lui, il ne s'est pas mouillé. Et s'il a un acheteur à un prix plus important, il dit « moi, je ne vous dois rien ». Je fais marcher les enchères. C'est ça? C'est ça, on peut fonctionner de la sorte et surtout la promesse unilatérale, à savoir la promesse de vente, doit aussi, pour sécuriser l'acheteur qui la signe, être enregistré aux impôts pour avoir une trace, ce qui génère des coûts supplémentaires. Des coûts supplémentaires. Vous, en tant que courtier en prêt immobilier, ça a une importance, compromis, promesse, etc. Non, il me faut un de ces éléments-là, peu importe lequel, mais il me le faut. Il faut que ça soit signé, il faut que la vente soit engagée pour pouvoir présenter le dossier en banque. Après, pour avoir un préaccord, on peut le faire sans, mais pour avoir l'accord définitif, il me faut absolument un de ces éléments. Que ce soit une promesse de vente, une promesse d'achat, un compromis, du moment que moi j'y retrouve le vendeur, l'acheteur, la zone cadastrale, ça se fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez à travailler dans le dur à partir du moment où vous avez ces éléments-là, Oui. puis les identités, etc. Mais la pièce maîtresse, Ah ben c'est ce qui... c'est ça. On monte le dossier, on calcule l'enveloppe, etc. Du moment qu'on n'a pas de compromis, on ne peut pas aller plus loin. On va être bloqué. À un moment, la banque, elle va prendre une garantie sur le bien qu'elle finance. Il faut forcément qu'elle sache quel est le bien qu'elle peut mettre en hypothèque, etc. Donc il lui faut absolument le cadastre, le numéro de lot, etc. Qu'est-ce qu'on retrouve C'est un avant-contrat, donc c'est pour ça que c'est... Voilà, en fait, c'est un avant-contrat. On va retrouver la même chose chez le notaire, en fait. Exactement. Quasiment la même chose. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pièces dans le compromis? Est-ce qu'il y a des diagnostics, tout ça? Parce que j'ai vu qu'il y en avait de plus en plus de Alors, ces dans le compromis, il y en a choses-là. de plus en plus. Vous allez avoir la section cadastrale, vous allez avoir certaines spécificités géographiques. Si je prends par rapport à notre zone de travail, les cartes de marnière, vous allez avoir des informations sur les risques naturels, vous allez avoir des informations sur différents diagnostics selon l'âge de la maison. Vous devez obligatoirement être informé des servitudes. Alors on a des servitudes par exemple comme à Bernay, on a des périmètres de monuments historiques. Vous devez en fait tout connaître sur le bien, savoir s'il est bien raccordé au tout à l'égout ou s'il est en assainissement individuel pour que l'acheteur soit totalement informé de ce qu'il achète. Le jour de la signature du compromis. Oui, parce que si jamais pendant la durée du contrat on s'aperçoit qu'il y a une information qui ne lui a pas été donnée et qu'elle est de nature à changer la disposition du bien, l'acheteur peut revenir en arrière sans pénalité. Question de Nadine. On a parlé des frais de notaire, là, il y a quelques minutes. Les frais de notaire vont augmenter. Elle a entendu que les frais de notaire allaient augmenter. Elle est sur le point d'acheter une maison de 150 000 euros. Qu'est-ce que ça va engendrer sur son achat si apparemment ça se passe en fin d'année ou en début d'année 2019? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit que les frais de notaire augmentent, ce qu'on appelle abusivement les frais de notaire au jour d'aujourd'hui, ce sont les frais du notaire, enfin les honoraires du notaire, plus tout ce qui est enregistrement, plus le débours, c'est-à-dire fournir certains documents auprès d'organismes d'État, et puis les taxes pour l'État, les taxes pour la région, les taxes, il y a beaucoup de taxes dans ces frais dits de notaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, un notaire va toucher environ 1,2% du montant du prix de la vente. Et les frais de notaire qui vont augmenter, ça va surtout porter sur ce montant. Après, si l'État décide d'augmenter les taxes, il faut voir dans quelle mesure il souhaite le faire. Messieurs, c'est terminé, on n'a plus de temps. Je vous propose de se revoir la semaine prochaine pour terminer l'émission, parce qu'on a encore plein de choses à dire. À la semaine Avec prochaine. plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation, Xavier. Merci, Jacques. Merci Pascal. Vous pouvez retrouver ce mag sur notre site ou application radiosensation.fr. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain après le Flash Info régional pour la suite de cette émission. Très bonne soirée en écoutant Radio Sensation Normandie. Bonsoir.